Bonjour Evelyne Sirmarin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Evelyne, tu es magistrate, présidente de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles. Beaucoup de sujets de justice dans l'actualité, mais d'abord, cette annonce que ne cesse de valoriser le gouvernement, 8 milliards de plus dans le budget de la justice, c'est historique, dit le garde des Sceaux, du jamais vu depuis 35 ans. C'est une bonne nouvelle ? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, on pense que cet argent, qui est très important, puisque la France est seulement 14e sur 27 en Europe quant au budget de sa justice. On a le sentiment quand même, d'après les déclarations, d'abord du Premier ministre, surtout en juillet-août, et puis maintenant de M. Dupond-Moretti, que cet argent va servir plutôt à nommer, entre guillemets, des ersatz de juges, qui existent déjà, c'est-à-dire des délégués du procureur, qui vont traiter des procédures rapides, et également des assistants de justice, plus que des magistrats eux-mêmes, et puis évidemment renforcer comme toujours la pénitentiaire, qui est le budget très très important de la justice. Donc on espère que ça va pas être pour construire des prisons à nouveau. Mais puisque Monsieur Dupond-Moretti, et je voudrais être nuancée sur cette question, je trouve qu'il y avait quelque chose de positif, notamment dans son discours d'investiture du 14 juillet. Plusieurs choses positives. C'était que il avait dit qu'il fallait maintenir le nombre de prisonniers au nombre de 60 000 à peu près, puisque ça avait beaucoup baissé pendant le confinement et qu'il fallait pas à nouveau augmenter. Donc il y a une volonté chez lui d'humanisation quand même de la peine, de la prison, etc. Il y avait des choses très positives dans ce discours. Hélas, pour finir sur cette question de budget, on a l'impression que la justice de proximité prônée par le Premier ministre et reprise par M. Dupond-Moretti va être plutôt une justice pénale, immédiate, extrêmement rapide. Ils ont dit d'ailleurs que c'était essentiellement pour les petits problèmes de stupéfiants, à savoir la fameuse amende forfaitaire quand on a 10 grammes de shit sur soi, etc. Donc c'est pas une justice très intéressante en ce sens que, évidemment, pour les problèmes de stup, la question énorme, c'est la question de la santé publique et pas de la pénalisation des toutes petites infractions comme ça. Donc, à quoi va servir cet argent? Grosse question. On ne sait pas encore, mais justement sur cette justice de proximité, est-ce que tu considères qu'il y a une inflexion dans la position du gouvernement? Je pense notamment, on se rappelle, depuis janvier 2019, la fusion du tribunal d'instance et des tribunaux de grande instance, qui affaiblissait justement le rôle du tribunal d'instance, qui était plutôt censé juger, ou en tout cas être un tribunal de proximité. Est-ce qu'il y a une inflexion dans ce discours-là? Est-ce que tu as le sentiment que justement on va aller quand même vers plus de justice de proximité? Alors, il y a beaucoup de contradictions d'abord, je crois, entre le Premier ministre et Monsieur Dupond-Moretti, même si ça ne s'exprime pas comme ça. Je crois que d'abord, il y a quelque chose qui est complètement ubuesque, c'est d'avoir supprimé les juges de proximité en 2017 et de les rétablir en 2020. C'est totalement aberrant. Bon, cette justice de proximité, effectivement, pour le Premier ministre, est une justice qui doit sanctionner, pénaliser, punir de façon extrêmement rapide. En revanche, pour Monsieur Dupond-Moretti, pour le garde des Sceaux, c'est plutôt l'idée de se rapprocher du justiciable, ce qu'étaient un peu les juges d'instance, mais ils ont été supprimés. Et c'est l'idée de faire ce qu'on a fait toujours, nous les magistrats, des audiences foraines. Quand on est juge des enfants, ce que j'ai été, quand on a des personnes qui sont loin de notre tribunal, moi j'étais juge des enfants à Orléans, il y avait Montargis, comme on dit dans mon secteur, j'allais régulièrement à Montargis pour entendre les familles, les mineurs, etc. Les juges des tutelles font ça aussi. Ils se rendent dans les domiciles des personnes très âgées pour voir si il est nécessaire de les aider par une curatelle et une tutelle. Je pense que dans l'idée du garde des Sceaux, c'est plutôt ça. Mais il y a une contradiction, en fait, entre le politique et Monsieur Castex, qui veut de la sécurité. On a bien compris que l'orientation gouvernementale en vue des présidentielles, c'était la sécurité. Et donc, dans l'esprit de Monsieur Castex, c'est vraiment ça, montrer que, on réagit vite, rapidement et durement. Je pense que dans l'esprit de Monsieur Dupond-Moretti, au départ, n'oublions pas que c'est un avocat, et que c'était pas tout à fait ça. Ceci dit, le politique prendra le dessus, bien évidemment.
La semaine dernière, les deux plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire, Chantal Arens et François Molins, ont dénoncé le conflit d'intérêts dans lequel se trouve le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti dans les affaires des fadettes. Toi aussi, tu considères, comme le syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats, qu'il n'est plus crédible, voire qu'il n'est plus ton interlocuteur? Oui, alors la posture consistant à dire je te parle plus, je te cause plus, bon, moi c'est pas spécialement quelque chose que je trouve très intéressant. Je le comprends tout à fait s'agissant de syndicats. C'est une question d'instauration de rapports de force et j'ai rien à dire sur une telle stratégie syndicale. Ce que je remarque, c'est que M. Dupond-Moretti a réussi quand même à faire l'union des deux syndicats de magistrats contre lui. C'est quand même très fort. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé depuis M. Sarkozy, en fait. Hein, donc c'est très fort. Maintenant, la question qui est posée par M. Dupond-Moretti et par son existence comme garde des Sceaux, c'est que il y a une contradiction. Il donne un coup de pied dans la fourmilière du corporatisme, et ça, moi, je ne peux pas me lamenter par rapport à ça. Le fait, par exemple, de qu'il nommer nomme une avocate, voilà, la vice-bâtonnière de Paris à la direction de l'École nationale de la magistrature, pourquoi pas? D'autant plus que le bâtonnier de Paris a dit qu'il était prêt à nommer un magistrat à la tête de l'École française du barreau. Donc, pourquoi pas plus de relations entre la magistrature et les avocats, pourquoi pas. D'autres choses comme ça qui ont été annoncées par lui, par exemple le fait que l'enquête préliminaire, c'est-à-dire l'enquête de police, vous savez qu'à 95% des affaires, quand on a une affaire pénale, c'est la police qui fait l'enquête et pas du tout le juge d'instruction, c'est même pas 5% des affaires. Bon bref, que l'enquête préliminaire soit plus contradictoire, qu'elle soit limitée dans la durée et que les avocats puissent y accéder, je trouve que c'est très bien. En revanche, en ce qui concerne les fadettes, donc, là, il y a un gros problème de conflit d'intérêts puisque il est l'ami de Monsieur Herzog, qui va être jugé en novembre avec Monsieur Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Et ces fadettes ont été épluchées, comme d'autres, hein, avocats et magistrats. Et là, le problème, c'est que maintenant, il est garde des Sceaux et qu'il peut tout à fait savoir, grâce à cette enquête, ce qui s'est passé dans cette affaire. Donc il y a un problème énorme de conflit d'intérêts puisqu'il est maintenant garde des Sceaux, il bénéficie de ce qu'on appelle les remontées d'informations des procureurs et des procureurs généraux qui transmettent des informations à la chancellerie et ça lui arrive directement. On a vu, par exemple, avec Monsieur Urvoas, qui a été condamné par la Cour de justice de la République, que quand le garde des Sceaux recevait des informations de ses services, des parquets, s'il les utilisait à des fins personnelles, là, on pouvait être condamné pour prise illégale d'intérêt. Et donc, ça, c'est ce qui risque d'arriver à Monsieur Dupond-Moretti. C'est pour ça que ça pose un gros problème. Comment on s'en sort alors de cette situation? Alors, on peut s'en sortir par le fait de supprimer toute remontée d'informations. C'est quelque chose qui se discute. Sur ce dossier précisément, en sur l'ensemble des dossiers, c'est ce que prône le syndicat de la magistrature. D'autres, comme par exemple Madame Taubira ou Madame Guigou, qui ont été ministres de la Justice, disent, bon, si déjà on limite les remontées d'informations, c'est ce qu'a fait Madame Taubira en 2013 avec une circulaire en disant, faut limiter ça aux affaires extrêmement sensibles, complexes, difficiles. Bon, déjà, ça a limité énormément le nombre de remontées d'informations. Mais on peut aussi envisager l'indépendance du parquet, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'obligation du parquet de rendre compte ensuite au parquet général et à la chancellerie. On parle beaucoup de cette histoire d'indépendance et d'ailleurs c'est ce que reprochent aussi Molins et Arens dans leur Tribune du Monde. Ils disent l'une des meilleures garanties de l'indépendance c'est l'excellence de la formation dispensée par l'ENM. Alors je ne sais pas si c'est la seule garantie, mais qu'est-ce qui pourrait demain faire en sorte qu'aucune affaire ne fasse l'objet d'une accusation d'instrumentalisation politique? Je vais te donner un exemple. À la Cour des comptes, le procureur général de la Cour des comptes ne dépend pas du tout de la chancellerie. Il se débrouille avec son parquet. Il n'a pas du tout à rédiger en permanence des rapports, enfin officiellement, dans son statut. En tout cas, il peut tout à fait gérer son parquet de façon indépendante, mais comme dans d'autres pays d'Europe, c'est comme ça dans le judiciaire.
au Portugal, c'est comme ça en Italie. On n'est que 3 pays en Europe où le parquet n'est pas indépendant. Donc ça serait peut-être effectivement la solution. Que le parquet soit géré par le procureur général de la Cour de cassation en dernière instance et qu'il y ait une césure, une coupure entre le procureur général de la Cour de cassation et la chancellerie. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Alors, c'est pour ça que je cite cet exemple. Quand tu me dis, quelle serait la solution pour l'indépendance du parquet? D'abord, il faut une réforme. Ça fait depuis 2000 qu'elle est prévue. Monsieur Chirac n'en a pas voulu. Madame Guigou voulait la faire voter par le Congrès. Tout était prévu, ça n'a pas été voté. Pour que tout simplement les procureurs déjà ne soient plus nommés par la chancellerie. Ça serait vraiment... cette réforme est prête. On pourrait faire mieux, mais déjà si on votait ça, elle est prête et ça serait déjà une très très bonne chose. C'était un des engagements du Dupond-Moretti. Voilà. De Monsieur Macron, de Dupond-Moretti, avant de Monsieur Hollande, ça serait vraiment que la carrière des procureurs ne dépende plus du pouvoir politique et la chancellerie, ça serait déjà une très bonne chose. 5 magistrats sont accusés de parjure devant la commission d'enquête consacrée aux obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le député de la France Insoumise, Ugo Bernalicis, soupçonne 6 personnes auditionnées dans le cadre de cette enquête, parmi lesquelles le premier président de la Cour d'appel de Paris, la procureure générale de la même Cour, l'ex-chef du parquet national financier, le PNF, le préfet de police de Paris ou même le directeur général de la police nationale. Et il leur reproche de lui avoir délibérément menti, en tout cas dans le cadre de cette enquête consacrée à ces obstacles de l'indépendance du pouvoir judiciaire. On attend la décision du parquet de Paris sur les suites données à cette commission d'enquête. Elle devrait intervenir bientôt, mais le parquet est lui-même mis en cause dans cette affaire. C'est un peu David contre Goliath, là. Oui, tout à fait. Alors, on voit bien déjà le problème de procédure, à savoir que Monsieur Bernalicis, alors j'observe déjà qu'ils étaient quand même 2 à diriger cette commission d'enquête. L'autre député, Monsieur Paris, n'a pas jugé bon, lui, de saisir le parquet de Paris. Alors, il accuse justement Ugo Bernalicis de politiser... de politiser cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que la saisine du parquet de Paris pour éventuellement poursuivre le procureur de Paris, on voit bien à quoi ça peut mener, à rien du tout. Évidemment, il ne va pas s'auto-accuser, ça, bien évidemment. Maintenant, il y a quand même un deuxième problème qu'il faut soulever. Alors, pourquoi on les accuse d'avoir menti? Pour des choses différentes. Alors, c'est toujours l'histoire de Monsieur Fillon, avec Madame Houlette qui dirigeait le parquet financier, qui n'est pas du tout d'accord avec Madame Chanrenaud, qui était le procureur général de l'époque, et qui dit « on a fait pression sur moi, en gros ». On m'a demandé énormément de rapports, mais c'était une pression purement professionnelle, il n'y a pas eu du tout de pression politique. Donc on la soupçonne quand même de pas tout à fait dire la vérité. Et Madame Chanrenaud dit « moi j'ai subi aucune pression de la chancellerie ». On la soupçonne aussi de ne pas avoir dit la vérité. Ceci dit, tout ça c'est dans le cadre de leurs attributions. Et je ne vois pas comment, en l'état actuel des choses, on peut reprocher à des magistrats du parquet, finalement, d'avoir obéi aux ordres, etc. Le parquet, il est comme ça en France, il est complètement Donc on en revient à la question de l'indépendance du parquet. On en revient à la question de l'indépendance. Et troisième et dernière remarque, le problème par rapport à Monsieur Hayat, le président du tribunal de grande instance de Paris à l'époque. Lui, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir désigné finalement Monsieur Tournaire dans l'affaire Fillon, alors que Monsieur Tournaire, il avait déjà beaucoup d'affaires concernant la droite, Monsieur Sarkozy, et de pas avoir désigné par exemple Monsieur Van Rubeck, qui lui aussi est un excellent juge d'instruction financier. Bon, ceci dit, c'est peut-être quand même difficile parce que là, on a le pouvoir législatif, cette fois, pas exécutif, le pouvoir législatif qui s'immisce complètement dans l'autorité judiciaire, puisqu'en France, c'est pas un pouvoir, c'est une autorité, en disant « Ah, mais vous, président du tribunal de grande instance de Paris, vous auriez dû désigner tel juge d'instruction parmi les 10 juges d'instruction financiers et pas tel autre. » Ça, c'est complètement... ça fait partie des attributions. On peut le déplorer, ça fait partie des attributions du président d'un tribunal. Il a désigné un juge d'instruction, ses motifs sont les siens, et c'est difficile d'admettre que le pouvoir législatif peut un peu mettre son nez
dans la désignation d'un juge d'instruction. Il faut quand même respecter la séparation des pouvoirs, même quand elle vient du pouvoir législatif, il n'a pas à s'immiscer là-dedans. Mais pour finir, souvent on a dit que ce pouvoir de désignation des juges d'instruction en France par le président du tribunal était excessif, mais pour l'instant c'est la loi, il a respecté la loi, et ça serait bien que ce soit par exemple comme en Italie, où là il y a un tour de bête pour désigner les juges d'instruction. On a 10 juges d'instruction financiers, des très valeureux juges d'instruction. Il n'y a pas que Van Rubeck, il n'y a pas que Tourner, il y a des femmes, hein, très bien, hein, Madame Buresi, Madame de Pertuis, etc. On pourrait faire comme en Italie un tour de bête, à savoir tel jour, le juge d'instruction est de permanence, ben c'est lui qui a l'affaire. Mais c'est pas comme ça. Et moi, je vois pas en quoi on peut reprocher ça au président du tribunal de grande instance de Paris. On verra comment le parquet de Paris se prononcera, oui, s'il se prononce, parce que visiblement Hugo Bernalicis a l'intention en tout cas de le relancer chaque mois pour obtenir une réponse, on verra. J'ai une dernière question, Evelyne. De plus en plus, la justice justement est saisie par des collectifs citoyens pour faire condamner les responsables politiques. Je pense à ceux qui pointent l'inaction climatique du gouvernement, ceux qui dénoncent l'inaction du gouvernement dans le cadre de la crise du Covid-19. Édouard Louis, l'écrivain dans Qui a tué mon père, le dit, derrière les décisions politiques, il y a des drames humains. Ils doivent être jugés nommément. Tu es d'accord avec ça ? Bah, évidemment, enfin, mais ça, les drames humains, c'est notre travail de juge, hein, ceci dit, toute la journée, toute l'année, même dans les plus petites affaires familiales où il y a un divorce, bien sûr, il y a des problèmes humains. Ceci dit, la question en France de la saisine de la justice par les associations ou par des collectifs citoyens, c'est la question de la constitution partie civile, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu technique, mais on a limité depuis les 10 dernières années la possibilité de se constituer partie civile pour, par exemple, une association telle, une association qui va lutter contre la corruption ou protéger l'environnement. On a limité la possibilité de se constituer partie civile parce que, d'abord, il faut consigner une somme d'argent, bon, ça a toujours existé, mais surtout, on les oblige à saisir d'abord le parquet, et si le parquet ne répond pas en faisant une enquête, ensuite, de saisir un juge d'instruction. On a limité de plus en plus cette possibilité pour les collectifs citoyens, les associations, de saisir la justice en les étranglant un petit peu dans cette saisine. Et ça, je trouve, c'est très très dommage parce que la plupart des affaires environnementales et financières ont été jugées grâce en fait à des associations, hein, Anticorps, enfin toutes les associations qui luttent notamment contre la corruption. Donc c'est vraiment dommage de limiter cette possibilité d'un point de vue démocratique. Mais ça veut dire que ceux qui ont déposé plainte contre Édouard Philippe, par exemple, pour la mauvaise gestion de la crise du Covid-19, devra être jugé nommément, personnellement, au titre de ses fonctions. C'est autre chose parce que là, il était Premier ministre, donc on est devant la Cour de justice de la République. C'est une procédure particulière avec une instruction par une formation particulière de la Cour de cassation. Bon, c'est tout à fait autre chose. Moi, je parle de la saisine ordinaire, des juridictions ordinaires, pour qu'une affaire soit vraiment instruite, une affaire financière, une affaire environnementale, une affaire économique. Il faut un juge d'instruction, c'est des affaires très complexes et on voit bien que quand ça passe par la police, l'affaire peut être un petit peu dégrossie, déblayée, mais très vite il faut qu'un juge d'instruction s'en occupe. Et là, c'est ça qui est dommage, c'est de restreindre énormément cette possibilité. Merci beaucoup, Evelyne. Merci.